Alors, dans cet exercice, on va s'intéresser à un cycle thermodynamique sur un gaz parfait qui évolue donc de manière cyclique. Donc ça, c'est à l'origine, c'est applicable directement sur ce que vous verrez en machine thermique, même si là, on n'a encore rien vu en particulier. Tout est introduit, donc on n'a pas besoin de connaissances particulières, mais on aura tout un chapitre là-dessus. Donc dans ce cycle de Lenoir, il y a plusieurs évolutions. D'abord, vous avez que l'air et le carburant sont admis dans le cylindre. À la fin de la phase d'admission, l'air se trouve dans un état A, à une pression P1, un volume V1, une température T1. On a une combustion du carburant, qui est une phase d'explosion, et qui fait que la pression augmente brutalement en restant isochore, c'est-à-dire que vous êtes dans votre cylindre, le cylindre n'a pas encore eu le temps de bouger, que vous avez brutalement fait augmenter pression et température. Du coup, vous avez un transfert thermique qui est fourni par le carburant au reste du gaz, et ça vous mène dans un état B, donc même volume, mais une pression P2, une température T2. Alors méfiez-vous, parce que la numérotation choisie par l'énoncé est particulièrement peu sympathique et adéquate dans ce cas-là. On a notre système qui fait une détente adiabatique jusqu'à un point C, et ensuite on revient à la pression, revenant à la pression P1, et ensuite on a un échappement pour revenir au point A, et dans lequel on va avoir des évolutions, l'évolution qui va pouvoir être considérée comme ce continuum. Donc si je réponds à la question 1 et que je trace mon diagramme PV, donc j'avais mon système dans l'état 1 à un volume V1 à une pression P1 et une température T1. Ensuite, donc ça c'est le point A. Ensuite, j'ai une évolution isochore avec augmentation brutale de la pression, enfin brutale, rapide de la pression, pas trop brutale parce que sinon on ne pourrait pas faire ce diagramme-là, mais rapide quand même de la pression, de sorte que le cylindre n'a pas encore eu le temps de bouger, et on arrive à une pression P2. À une température aussi T2 à ce niveau-là. Après, vous avez une évolution, une détente adiabatique jusqu'à revenir à P1. Donc là, on avait le point B. Et ici, on arrive au point C, dont la pression est de retour à P1, mais dont le volume, alors c'est là où l'énoncé est un tout petit peu traître, le volume vaut V2, rien à voir avec le point B, donc qui avait un volume V1, et même si c'est le troisième point, on appelle ça V2, tout simplement parce qu'il n'y a que deux volumes disponibles. Et là, on était à la température T1, ici la température T2, et là, la température T3. Donc, on a notre cycle. En fait, ce qui va se passer, c'est que le système et ensuite redécroît jusqu'à un volume vide, réaspire ça, et hop, il repart par là, et il refait avec un nouvel air et un nouveau carburant ce qui va se passer. Mais globalement, si on considère juste ça, le travail qu'on va réussir à récupérer va être lié à l'air qu'il y a au niveau de ce cycle, et on va essayer de le calculer sur toutes ces évolutions. Alors, le travail de A à B. Ça, c'est le travail le plus sympathique puisque c'est une évolution qui est une évolution isochore, et ça veut dire qu'il n'y a pas de variation de volume. Donc, l'intégrale des moins PD x dV est égale à 0 puisque les dV sont tous nuls. Ça, c'est simple. Ensuite, le travail de B à C. Le travail de B à C, c'est le travail le long d'une adiabatique quasi-statique pour un gaz parfait. Adiabatique quasi-statique, automatiquement, vous devez penser loi de Laplace. Et là, je vous ramène au cours avec le travail pour une isentropique, pour une adiabatique, une évolution polytropique d'indice petit k. Donc, il suffira de faire le calcul avec petit k égale gamma. Et vous vous souvenez, il y a 5-6 lignes de calcul. C'est un tout petit peu pénible, mais ça se fait. Je ne vais pas le refaire parce qu'il y a mieux. Lors de votre évolution, vous pouvez dire que le travail, c'est la variation d'énergie interne moins le transfert thermique sur BC. Bon, jusque-là, vous me direz, ça n'avance pas trop. Sauf que vous avez une transformation qui est adiabatique. Si elle est adiabatique, le transfert thermique, il est nul. Et donc, je me retrouve juste avec la variation d'énergie interne. Et cette variation d'énergie interne, c'est rien d'autre que CV delta T. Et comme on doit tout exprimer en fonction des températures, moi, ça me plaît ce truc-là. Et CV pour un gaz parfait, c'est NR sur gamma moins 1. Ça, il faut absolument s'en souvenir. Donc la température finale, c'est la température T3. La température initiale, c'est la température
T2 puisque je vais de B à C, et donc j'ai l'expression de mon travail en fonction uniquement des températures, de gamma et du nombre de moles que j'ai dans mon système. Troisième point, le travail de C à A, c'est une isobare, donc ça va être simplement la pression, donc moins la pression qui est constante que je peux sortir de l'intégrale, et multiplié par la différence de volume entre le volume final et le volume initial, donc volume final moins volume initial. P1V1 c'est nRT1, donc ça me fait moins nRT1. Et P1V2, c'est nRT3, puisque c'est la configuration qui correspond au gaz à l'état C. Donc j'ai la température en C, c'est-à-dire T3. Et je me retrouve avec moins NR, la différence T1 moins T3. Et donc j'ai un travail total échangé par le gaz avec l'extérieur qui va être NR, facteur de, donc T3 moins T2 sur gamma moins 1. Et si je mets le moins à l'intérieur, ça me fait plus du T3 moins T1. Voilà, j'ai mon expression du travail entièrement reçu par le gaz. Ce travail va être négatif, puisque T2, en fait, c'est la température la plus élevée. Plus vous êtes haut dans ce diagramme, plus la température est importante. T3 va être plus faible parce que l'isotherme va être moins pentu que l'adiabatique quasi-statique. Donc on va avoir une température qui sera plus faible pour T3, et T3 par contre est supérieur à T1, mais ça ne va pas suffire à changer puisqu'on divise par 0,4. Donc cette différence de température là va être en règle générale beaucoup plus importante, et vous allez avoir un travail qui sera bien négatif. Le gaz donne de l'énergie au système extérieur parce qu'il est en train de tourner dans le sens horaire, et dans le sens horaire, vous avez que le cours vous donne que c'est bien un travail moteur dans votre système. Donc ça va pouvoir servir de moteur. Bon, ensuite on vous définit le rendement, donc ça c'était la réponse à la question 2. On vous définit le rendement comme étant le rapport entre le travail, la valeur absolue du rapport, le travail et l'énergie thermique, le transfert thermique reçu lors de la première évolution, donc sur AB. Alors pourquoi ça on verra ça dans le cours sur les machines thermiques, mais en gros ce qu'on veut récupérer d'un moteur, c'est un travail mécanique, et ce qu'on paye là-dedans, c'est ce qui a servi à faire la combustion ici, donc en fait c'est ce transfert thermique. On va définir le rendement, ce qu'on est capable de retirer du moteur comparé à ce qu'on a effectivement payé. Les autres transferts thermiques, là il n'y en a pas déjà, c'est adiabatique. Et puis ici, vous refroidissez au contact de l'atmosphère, donc entre guillemets c'est gratuit, même si vous réchauffez l'atmosphère au passage, mais vous n'avez pas besoin de fournir vous de l'énergie pour réussir à retirer ça, vous en refilez simplement à l'atmosphère. Le Q1, ça va être le transfert thermique reçu ici, et donc c'est la variation d'énergie sur le passage AB, moins le travail sur AB. Ce travail sur AB étant nul, ça va simplement nous donner la différence de température fois le CV sur AB, donc ça va être NR sur gamma moins 1, la température en B, c'est-à-dire T2, moins la température en A, c'est-à-dire T1. Donc on se retrouve avec une expression du transfert thermique qui est explicite, et là-dedans, la petite étude tout à l'heure me disait qu'en fait le travail il était négatif, donc ce qui est positif c'est moins le travail, et comme T2 il est supérieur à T1, ce Q1 est effectivement positif. C'est ce qu'on appellera le transfert thermique au contact de la source chaude un petit peu plus tard quand on fera des machines thermiques. Donc si je fais le rapport des deux, vous voyez que les NR vont gentiment se simplifier. Donc je me retrouve avec R qui s'écrit T3 moins T2 sur gamma moins 1. Alors j'ai dit justement j'inverse les signes, T2 moins T3 et plus T1 moins T3. Le tout divisé par T2 moins T1 sur gamma moins 1. Et vous voyez que je peux multiplier par gamma, donc ça me donne du T2 moins T3 plus gamma moins 1 facteur de T1 moins T3 divisé par T2 moins T1. Dernière chose, gamma moins 1 facteur de moins T3, donc là je peux le mettre en facteur, le moins T3 facteur de 1 plus gamma moins 1, donc il va y avoir T2 plus gamma moins 1
T1 moins gamma T3 divisé par T2 moins T1. J'ai un rendement qui s'exprime uniquement en fonction des températures qui vous sont fournies. Alors, bien sûr, là, ils ne sont pas fournis, et donc c'est pour ça qu'on vous demande de l'exprimer en fonction du rapport A qui vaut V2 sur V1. Donc, comment est-ce qu'on obtient ce rapport V2 sur V1? Vous voyez que si on arrive à exprimer toutes les températures en fonction d'une seule, par exemple, on va pouvoir voir comment est-ce qu'on obtient ces choses-là. Alors, première chose, c'est T3. Comme on est à la même pression, on n'a que P1V1, c'est égal à P2, P1, V2, et c'est égal à... Alors non, il n'y a pas égalité, pardon. P1V1, c'est égal à nRT1. P1, V2, c'est égal à nRT3. Et donc, vous voyez que le rapport entre les deux, vous avez que T1 sur T3, il est égal à V1 sur V2, et donc il est égal à 1 sur A. Donc, on peut au choix exprimer T1 ou T3 en fonction de l'autre. Donc, j'ai déjà une température que je vais pouvoir remplacer en fonction des autres. Alors, si j'arrive à exprimer une autre température en fonction de l'une des deux, j'ai gagné. Et là, pour y arriver, on va simplement regarder l'évolution sur laquelle on a des informations sur un rapport de température qui serait en lien avec un rapport de volume. Ça me dit une adiabatique quasi-statique pour un gaz parfait, loi de Laplace, c'est relativement sympathique. Souvenez-vous, PV gamma, c'est constant, ça veut dire que T qui est nRT sur V, donc j'ai du T fois V puissance gamma moins 1, qui est égal à une constante aussi. Donc, je dois avoir T3, V2, puissance gamma moins 1, il faut faire attention à qui a quoi comme valeur, qui doit être égal à T2, V1, puissance gamma moins 1. Vous voyez que le A, je peux le faire apparaître. T3, c'est égal à T2, facteur de A, puissance gamma moins 1. Et donc là, j'ai tout qui peut s'exprimer en fonction, par exemple, de T2. Donc T3, c'est T2 fois A puissance gamma moins 1. T1, c'est T3 divisé par A. Et donc, T3, du coup, c'est T2, facteur de A puissance gamma moins 2. Alors, est-ce que j'ai pas fait une bêtise? Parce que gamma moins 2, c'est pas totalement habituel. Donc, T1 sur T3, c'est bien V1 sur V2. Et on a défini A comme étant V2 sur V1. Donc, c'est bien 1 sur A, AT1. Donc, T1, c'est T3 sur A. Oui, ça a l'air d'être ça. Je vais encore juste vérifier ici. V1 sur V2. Ah, mais V1 sur V2, on a dit que c'était 1 sur A. Voilà le problème. Donc là, T2 fois moins gamma plus 1. Et donc, j'ai du moins gamma plus 1 sur A. Donc, du T2 fois A puissance moins gamma. Voilà. Et donc, j'ai T2, T1 et T3 qui s'expriment tous les deux en fonction de T2. Donc, si je le remplace dans l'expression de R, ça me fait T2 facteur de 1 plus gamma moins 1 fois T1. T1, on a dit que c'était 2 facteurs de A puissance moins gamma. Moins gamma fois T3. Et T3, on a dit que c'était T2 facteur de A puissance moins gamma plus 1. Voilà. Divisé par T2 facteur de 1 moins T1. Et T1, c'est T2 fois A puissance moins gamma. Vous voyez que ça se simplifie. Et on a une expression du rendement qui ne dépend que de A. Donc, si on fait l'application numérique pour A qui vaut 4, donc si je prends le terme du dessus, alors gamma il vaut 1,4, donc ça me fait du 1 plus 1,4 moins 1, donc 0,4 fois 4 à la puissance moins 1,4. Déjà, on va vérifier qu'il me prend ça correctement. Moins 1,4 multiplié par A, c'est-à-dire 4 à la puissance
moins gamma plus 1, donc moins 0,4. Il y a beaucoup de 4 dans ce truc-là. Voilà, ça c'est mon terme du dessus, il est bien positif. Je divise par 1 moins 4 à la puissance moins 1,4. Yes. Et ça me fait un rendement de 29,6%, donc à peu près 30% de rendement. Et ça, pour un moteur thermique, c'est effectivement l'ordre de grandeur habituel de ce qu'on peut espérer. Donc ça veut dire qu'au maximum, lors d'une combustion, vous récupérez entre 30-40%, donc un tiers à peu près de l'énergie que vous avez fait brûler. Donc il y a les 2 tiers de ce que vous brûlez qui finit directement dans l'atmosphère. Vous auriez fait brûler un feu finalement directement pour votre carburant. C'est pas tellement pire que de faire tourner votre voiture et d'utiliser ça par la suite. Alors bien sûr, le cycle de Lenoir n'est pas utilisé dans les voitures, mais on verra que ça changera quand même pas énormément de choses, même pour un cycle un petit peu plus compliqué qu'on verra dans le cours sur les machines thermiques.